Je ne crois pas que la situation puisse s'améliorer uniquement par des bombardements ou des opérations militaires. C'est le message clair d'Emmanuel Macron. Alors que le monde semble à nouveau se diviser en deux camps, comme à l'époque de la guerre froide, un nouveau mouvement commence lentement à émerger. Une grande coalition de pays qui refusent de choisir entre les deux superpuissances. De Séoul à Paris, une nouvelle force commence à se former sur la carte mondiale. À ce stade, Macron a mis Donald Trump dans une situation difficile grâce à deux mesures importantes. Mais avant de continuer, merci de mettre un j'aime à cette vidéo, c'est très important pour nous, les créateurs de contenu. Merci beaucoup. La première concerne le détroit d'Ormuz. Macron a réussi quelque chose que Trump n'a pas pu faire, même avec toute la puissance militaire à sa disposition. Et cela sans tirer une seule balle. La deuxième étape a un impact encore plus profond. Elle a le pouvoir de changer l'équilibre des puissances dans le monde entier. À travers un manifeste, Macron a appelé les puissances moyennes à s'unir sous une alliance dirigée par l'Europe. L'objectif est de former une troisième force qui ne dépend ni de la Chine ni des États-Unis. C'est ici que commence la plus grande rivalité entre Macron et Trump, de le détroit d'Ormuz jusqu'à l'Asie-Pacifique. En avril 2026, le détroit d'Ormuz n'est plus simplement un passage pour le pétrole. C'est devenu un lieu où deux visions différentes du leadership sont mises à l'épreuve. D'un côté, il y a un blocus militaire et une forte présence américaine. De l'autre côté, il y a une approche diplomatique poussée par l'Europe. Au lieu d'apaiser les tensions, la situation est devenue encore plus dangereuse et il est impossible de prévoir ce qui va se passer ensuite. Au milieu de cette situation, le plan européen d'Emmanuel Macron a émergé. Un plan qui ne repose pas sur la force des armes, mais sur la stratégie et la diplomatie. Selon lui, il y a une raison. C'est la raison pour laquelle l'Europe devient un partenaire plus attrayant, parce qu'elle est plus simple, plus moderne et surtout prévisible. Dans un monde plein de changements soudains, le fait d'être prévisible devient un grand avantage. Le matin du 3 avril 2026, un grand cargo nommé Kribi, battant pavillon maltais et appartenant à la société française CMAC GM, est entré dans les eaux dangereuses du détroit d'Ormuz. Cet événement a suscité la peur. Il a été considéré comme le premier navire occidental à traverser le détroit après l'escalade des tensions avec l'Iran. À première vue, cela semblait être le simple passage d'un navire. Mais en y regardant de plus près, il est clair qu'il s'agit d'un grand défi à la position de Donald Trump dans la région. Cela a montré qu'Emmanuel Macron pouvait protéger les intérêts de son pays sans dépendre du plan américain et sans soutien militaire de leur part. Derrière le passage sécurisé du navire, il y a un jeu diplomatique plus profond mené par la France au Conseil de sécurité des Nations Unies. Le 2 avril 2026, l'administration Trump, avec ses alliés arabes, a tenté d'établir une base légale pour leurs opérations militaires. Ils ont présenté un projet de résolution qui autoriserait l'utilisation de la force dans le détroit d'Ormuz par tous les moyens nécessaires. Mais dans un geste inattendu, la France s'est alliée à la Russie et à la Chine pour opposer son veto à la résolution. Alors que Trump faisait face à une impasse militaire, Macron a trouvé une nouvelle façon d'agir. À ce stade, ce qui s'est passé dans le détroit d'Ormuz peut être considéré comme une victoire diplomatique pour Macron contre Trump, mais ses actions ne se sont pas arrêtées là. Le pas le plus important a eu lieu le 3 avril 2026, lorsqu'il est monté sur scène à Séoul et a délivré un message plus profond contre la politique changeante de Washington. Selon lui, ils ne veulent pas dépendre de la domination de la Chine, et ils ne veulent pas non plus être trop exposés aux actions imprévisibles des États-Unis. Il n'a pas seulement proposé une idée, il a offert une alternative concrète pour les pays qui ne veulent pas choisir entre les deux superpuissances. Une nouvelle direction pour les puissances moyennes face au style de leadership de Donald Trump, basé sur la force et des décisions rapides. À ce stade, il est clair qu'il y a de la place pour une coopération plus approfondie entre la Corée du Sud et la France. Si tous deux portent ce genre d'agenda et parviennent à inclure d'autres pays d'Europe ainsi que le Canada, le Japon, l'Inde, le Brésil et l'Australie, une troisième voie commence progressivement à se former. Une direction pour les pays qui ne veulent pas dépendre de la Chine et qui ne souhaitent pas non plus automatiquement s'aligner sur les États-Unis. Ces mots semblent être une déclaration calme, mais en réalité c'est une critique sévère de la vision de l'administration de Donald Trump. Comme si le monde n'offrait que deux choix, être un allié ou un ennemi.
Bien que cette idée s'inspire de l'histoire, le plan actuel est somme plus vaste et plus ambitieux. En 1961, Joseph Broz Tito de Yougoslavie, Jawaharlal Nehru de l'Inde et Gamal Abdel Nasser d'Égypte ont fondé le mouvement des non-alignés. Son objectif était de rassembler les pays qui ne voulaient pas choisir entre les deux superpuissances pendant la guerre froide. Mais en réalité, cette approche est restée passive. La plupart des pays membres avaient un pouvoir économique limité, ce qui les rendait facilement influençables par les superpuissances. Le modèle que propose aujourd'hui Emmanuel Macron est différent. Ce n'est pas une simple neutralité. Il s'agit d'une prise de position active et de la construction d'un système contre l'influence excessive des grandes puissances. Et les pays qu'il souhaite inclure ne sont pas n'importe lesquels. Le Japon compte parmi les économies les plus puissantes et est un leader dans les technologies de pointe. La Corée du Sud, elle, est un centre majeur de production de semi-conducteurs. La production de semi-conducteurs est cruciale dans la chaîne d'approvisionnement mondiale. L'Inde possède ses propres capacités nucléaires et une population immense dépassant le milliard d'habitants. L'Australie est essentielle pour l'approvisionnement en minéraux critiques et pour la sécurité dans la région du Pacifique. Ce ne sont pas de petits pays. Ce sont des pays puissants capables d'influencer le cours du monde. Et selon Emmanuel Macron, il est temps pour eux de prendre la tête face aux deux grandes puissances. En 1961, les États-Unis et l'Union soviétique considéraient cette idée comme dangereuse. Car si les puissances moyennes agissent de manière indépendante, le contrôle des superpuissances sur le monde sera brisé et leur monopole d'influence disparaîtra. Aujourd'hui, il est clair qu'Emmanuel Macron comprend la frustration de nombreux pays, surtout à cause des menaces de droits de douane et de la pression sur la sécurité exercée par Donald Trump. C'est pourquoi son appel ne se limite pas à la neutralité. Il encourage ces pays à prendre position activement et à être capables de résister, même face aux deux camps. Lors de sa tournée asiatique, Macron a clairement montré cette stratégie. C'est comme un plan soigneusement élaboré qu'il déploie progressivement dans chaque pays qu'il visite. Le 1er avril 2026, lors de sa visite au Japon, il a fait des déclarations qui semblaient modérées. Mais en réalité, c'était une critique directe de la politique étrangère de Trump. Un style de leadership capable de changer à tout moment, même simplement via les réseaux sociaux. Selon Macron, l'Europe peut être plus lente que d'autres régions, mais elle a quelque chose dont elle peut être fière, sa prévisibilité. Tu sais où il se positionne. Et dans le monde du capital, de la technologie et des affaires, il n'aime pas l'incertitude. Ici, Macron positionne l'Europe comme un partenaire fiable et constant. Au milieu des mouvements chaotiques de Washington, il propose Paris comme un allié sûr et stable, plus simple, plus calme, mais un partenaire beaucoup plus fiable. Cela se voit aussi dans sa position sur l'Iran. Devant les caméras, il a clairement exposé la différence de leur point de vue. Selon lui, le régime iranien est mauvais. Il n'y a pas de débat là-dessus. Mais il ne croit pas que la situation puisse être résolue uniquement par des bombardements ou des opérations militaires. Il a mentionné ce qui s'est passé en Irak, en Afghanistan et en Libye. Après 20 ans, cela ne s'est toujours pas produit. Les résultats de cette approche n'ont pas été satisfaisants. Pour Macron, c'est une preuve claire qu'il y a des limites à l'utilisation de la force. À ce stade, il remet pratiquement en cause la croyance de longue date de l'Occident selon laquelle l'intervention militaire est la solution à tout. Et la différence entre les deux dirigeants devient encore plus évidente. D'un côté, il y a une stratégie axée sur la force et la pression. De l'autre côté, il y a une approche basée sur la stabilité, la diplomatie et une vision à long terme. C'est ici que l'on voit à quel point l'écart entre leur vision du leadership est grand. La stratégie d'Emmanuel Macron ne consiste pas simplement à s'éloigner de la politique changeante de Washington. Il s'agit aussi de construire un système concret capable de rivaliser avec la domination économique de la Chine. La première étape de ce plan a été réalisée à Tokyo avant son discours à Séoul. L'accord entre le Japon et la France, signé du 31 mars au 1er avril 2026, n'est pas un simple accord ordinaire. Cela a une signification plus profonde, axée sur les terres rares, essentielles à la technologie moderne et à l'industrie de la défense. Sans ces éléments, la production d'électronique avancée et des systèmes utilisés dans le monde entier s'arrêterait. Actuellement, la Chine contrôle 70% de la production mondiale de minéraux bruts et 90% des produits raffinés. Cela signifie que Pékin a la capacité d'arrêter la production high-tech d'autres pays en très peu de temps. C'est là qu'interviennent les mesures prises par la France et le Japon. Leur objectif est de briser un contrôle aussi important et de réduire la dépendance à un seul pays.
Grâce au projet Comag Refinery en France, qui devrait être opérationnel avant la fin de 2026, le Japon pourra obtenir 20% de ses besoins en éléments de terres rares lourdes à partir de cette nouvelle source. Pour Roland Lescourt, le message est clair. On ne peut plus compter sur un seul pays, surtout pas sur la Chine. Ce n'est pas simplement une décision commerciale. C'est une déclaration claire d'indépendance stratégique à une époque où l'économie devient une arme. En raison des restrictions précédentes de la Chine sur les exportations vers le Japon, cet accord devient essentiel comme bouée de sauvetage pour leur industrie. Mais son impact va encore plus loin. Il ne s'agit pas seulement de la Chine, mais aussi de sa relation avec les États-Unis. Des pays comme le Japon et la Corée du Sud se trouvent depuis longtemps au milieu d'une situation difficile. Ils comptent sur l'Amérique pour leur sécurité, tout en dépendant de la Chine pour leur économie. Un équilibre délicat qu'ils portent depuis longtemps. Et cela est devenu encore plus difficile à cause de l'approche de l'administration de Donald Trump envers ses alliés. C'est comme s'ils devaient payer en échange de la protection, ce qui les met encore plus dans une position délicate entre les deux partenaires. Dans une telle situation, il devient encore plus clair pourquoi ces pays cherchent une nouvelle direction. Un chemin où ils n'ont pas à choisir entre deux puissantes forces. Un chemin qui leur donne le contrôle de leur propre avenir. Alors que Washington utilise la présence militaire comme monnaie d'échange, la Chine utilise la chaîne d'approvisionnement comme une arme. Au milieu de ces deux-là, une nouvelle direction émerge, portée par des alternatives. Une troisième voie pour les pays qui cherchent depuis longtemps une alternative. Une direction stable et fiable qui ne dépend pas des décisions imprévisibles de Donald Trump et qui n'est pas non plus liée au contrôle de la Chine. Cela a commencé avec les terres rares, mais aujourd'hui cela s'étend à l'intelligence artificielle, à l'espace, à l'énergie nucléaire et à la défense. Cela montre qu'il ne suffit plus pour l'Amérique d'effrayer ses alliés pour qu'ils restent alignés avec elle. Elle doit aussi faire preuve de respect et de cohérence. Lorsque l'on rassemble tous les gestes d'Emmanuel Macron, un message clair commence à émerger. Un message qui met Washington mal à l'aise. La politique étrangère de l'Amérique n'est plus contestée par ses adversaires, mais par ses propres alliés. Et ce n'est pas seulement l'opinion personnelle d'Emmanuel Macron. Même les autorités civiles et le commandement militaire de la France sont en accord avec cette position contre la stratégie américaine. Le fait que des hauts responsables d'un allié de l'OTAN remettent ouvertement en question la politique de Washington au Moyen-Orient montre à quel point la confiance au sein de l'Alliance s'est profondément érodée. Le veto exercé par la France au Conseil de sécurité des Nations Unies en est devenu le symbole évident. En collaborant avec la Russie et la Chine, elle a supprimé la base légale que l'administration Trump recherchait pour utiliser la force dans le détroit d'Ormuz. En un instant, avec le changement de dynamique des alliances, les anciennes lignes claires d'allégeance sont devenues beaucoup plus compliquées. La réponse habituelle de Washington, renforcer sa présence militaire, a rencontré un obstacle majeur. Un obstacle qui n'a pas été érigé par l'ennemi, mais par son propre allié. Cela peut rappeler ce qui s'est passé avant la guerre en Irak en 2003, mais la situation est aujourd'hui encore plus complexe. Ce n'est plus une opposition isolée, c'est désormais un changement structurel dans la façon dont les pays perçoivent le pouvoir et les alliances. En 2003, l'opposition était centrée uniquement sur une opération particulière. Mais aujourd'hui, en 2026, c'est la manière même dont les États-Unis utilisent de leur pouvoir qui s'est remise en question. La notion de puissance est en train de changer. Alors que l'administration de Donald Trump tente de contrôler le monde par des sanctions, des porte-avions et des tarifs douaniers, Emmanuel Macron adopte une approche différente. Au lieu d'utiliser la force, il construit des réseaux plus solides et durables grâce à la diplomatie et à une stratégie géoéconomique. Il montre qu'il existe une alternative à l'ancienne vision de Washington selon laquelle si l'on n'est pas un allié, on est un ennemi. Mais ce chemin n'est pas non plus facile. Des pays comme le Japon et la Corée du Sud ne peuvent pas simplement se détacher de leurs liens sécuritaires avec l'Amérique. Surtout tant que la menace de la Corée du Nord, dotée de capacités nucléaires, persiste. Cependant, l'incertitude provoquée par les actions de Trump pousse progressivement ces pays à se rapprocher de la vision de Macron. Et cela se voit même dans les mouvements du marché.
Selon les données de Polymarket, il y a 72% de chances que Trump appelle Macron avant la fin du mois pour régler la situation. Cela montre que la croyance selon laquelle le monde a besoin de l'Amérique de la même manière qu'avant disparaît peu à peu. Et la démarche de la France a exercé une pression sérieuse à l'intérieur de la Maison-Blanche. Maintenant, la question est plus profonde. Est-ce un simple avertissement temporaire pour Trump ou le début d'un changement durable du système mondial ? Pour l'instant, il y a des signes que ce n'est pas un simple événement, mais qu'un changement plus profond est en train de se produire. D'abord, ce genre de mouvement n'est pas nouveau pour la France. Cela fait partie de leur croyance de longue date en l'autonomie stratégique. Cela remonte à l'époque de Charles de Gaulle, qui s'est retiré de la structure militaire de l'OTAN en 1966, et cela a été poursuivi par Jacques Chirac, qui s'est opposé à la politique américaine en 2003. Mais il y a une grande différence aujourd'hui. Macron n'est pas seul. Il essaie de structurer et consolider cette idée grâce à une coalition qui s'étend du Japon jusqu'à l'Inde. Un groupe de pays qui jouent un rôle majeur dans l'économie mondiale et qui ont le pouvoir de changer le cours du monde. Deuxièmement, ces mesures sont soutenues par des bases économiques concrètes. L'accord sur les terres rares et la diversification des chaînes d'approvisionnement, qui atteignent des milliards de dollars, ne sont pas de simples déclarations politiques. Cela ne peut pas être annulé simplement en fonction des décisions changeantes des dirigeants. Il s'agit d'une politique à long terme des pays. Troisièmement, et peut-être le plus important, c'est le bon timing. La crise en Iran a montré à quel point les politiques basées uniquement sur la force et le pouvoir de l'administration de Donald Trump sont faibles. La situation dans le détroit d'Ormuz en est devenue un symbole clair. Alors que les navires européens qui passent grâce à la diplomatie poursuivent leurs échanges commerciaux, les navires qui comptent sur la protection des puissantes flottes américaines se retrouvent bloqués. Ici, on voit une nouvelle réalité. La puissance militaire seule ne suffit pas à garantir la sécurité des routes commerciales. Et un détail important devient encore plus évident. Les propres alliés de l'Amérique choisissent de passer par une voie plus sûre, basée sur la diplomatie et non sur la puissance militaire de Washington. Cela montre à quel point la perspective a changé dans les pays qui étaient autrefois solidement alignés avec l'Amérique. À l'étape suivante, Emmanuel Macron donnera probablement à cette idée une portée plus large. Il est possible que cela soit présenté lors du sommet du G7 prévu en juin 2026. Si cela se produit, l'administration Trump pourrait être confrontée à un défi encore plus profond venant de ses propres alliés, au sein même des institutions qu'ils ont eux-mêmes créées et dirigées depuis longtemps. Et si l'on revient sur les événements, il est possible que le 3 avril 2026 soit rappelé comme une journée importante dans l'histoire. Un jour qui a marqué la fin d'une époque et le début d'une nouvelle ère dans l'équilibre des forces dans le monde. Ce matin-là, un cargo français est passé silencieusement par le détroit d'Ormuz. Un geste simple obtenu par la diplomatie que les puissants porte-avions américains n'ont pas réussi à accomplir par la force. Et dans l'après-midi du même jour, depuis l'Asie, Macron a adressé son message au monde. Une déclaration claire qu'il n'accepterait non plus. Ils ne suivront plus aveuglément les deux superpuissances. Le passage par le détroit d'Ormuz est devenu le symbole du problème, et le manifeste qu'il a présenté a servi de feuille de route pour le nouveau monde. L'accord sur les terres rares a servi de fondation, tandis que le veto au Conseil de sécurité des Nations Unies est devenu la protection juridique de tout le plan. Ensemble, ces mesures montrent à quel point l'ancien modèle des États-Unis, selon lequel nous menons, vous suivez, qui existe depuis 80 ans, est devenu fragile. Sous la direction de Donald Trump, cela disparaît peu à peu. Ce n'est plus le monde autrefois contrôlé par une seule direction. Il ne suffit plus non plus de simplement montrer sa force pour maintenir son influence. Contrairement au mouvement des non-alignés passifs de 1961, ce que nous voyons aujourd'hui est un défi actif contre à la fois les États-Unis et la Chine. Et plus important encore, les pays qui mènent ce mouvement ne sont pas faibles. Ce sont des pays dotés d'armes nucléaires, de capacités en intelligence artificielle et de puissantes économies. Aujourd'hui, la question n'est plus de savoir s'il y a un changement. La question est de savoir l'ampleur et la durée de ce changement. Seul le temps dira si la diplomatie prudente et élégante d'Emmanuel Macron portera ses fruits et mènera à un nouvel ordre mondial. Mais une chose est déjà claire. Le monde où les puissances moyennes se contentaient de suivre chaque mouvement de Washington est en train de disparaître peu à peu.
Elles choisissent désormais de suivre leur propre voie, de bâtir leur propre système et d'assurer leur propre protection. Et dans ce processus, un nouvel équilibre des pouvoirs se forme dans le monde. Un monde auquel l'Amérique n'est pas habituée à faire face. Aujourd'hui, au milieu de ce changement, une question demeure. Que penses-tu de ce nouveau jeu diplomatique, où l'influence de l'Amérique s'affaiblit et où les puissances moyennes commencent à tracer leur propre chemin? Et si nous continuons dans cette direction, il y a un autre changement silencieux qui ne se remarque pas tout de suite. Le déplacement du combat de l'action vers l'influence. Avant, la question était de savoir qui avait le plus de navires, qui avait la présence la plus forte. Mais aujourd'hui, il devient plus important de savoir qui peut le mieux convaincre les autres, qui peut le mieux faire preuve de stabilité, qui peut donner une direction qui ne change pas constamment. Et c'est là que ce que fait Macron devient crucial. Il ne contrôle pas la mer, mais petit à petit, il gagne la confiance des autres pays. Et lorsqu'un pays commence à faire confiance à un autre système, sa dynamique change. Il ne suivra plus simplement son ancien allié. Il n'entrera plus immédiatement dans un conflit. Il choisira plutôt l'option la plus sûre. Maintenant, pensons à l'effet de cela sur le long terme. Si cette approche continue, il est possible que le monde ne suive plus une seule direction. Il n'y aura plus seulement les États-Unis ou la Chine, il y aura un troisième acteur. Et quand cela arrivera, chaque décision deviendra encore plus compliquée. Il faudra plus de réflexion, plus d'équilibre, et il y aura moins d'alliances rapides. À première vue, cela semblera plus chaotique. Mais en y regardant de plus près, il est possible que cela réduise les affrontements soudains. Parce que s'il n'y a pas une seule puissance dominante, il n'y aura personne à suivre facilement. Et quand il n'y a personne à suivre facilement, tout le monde devient plus prudent. Maintenant, il y a un autre effet à considérer. L'évolution du sens du mot « allié ». Avant, c'était clair, il y avait des alliés et des ennemis. Mais aujourd'hui, il y a des pays qui sont alliés dans un aspect, mais pas dans tous. Ils peuvent être des partenaires économiques, mais pas des alliés militaires. Ils peuvent être d'accord sur le commerce, mais pas sur la stratégie. Et c'est la nouvelle réalité. Plus flexible, plus incertaine. Mais chaque pays a plus de contrôle. Et dans ce genre de configuration, les pays qui savent équilibrer deviennent plus forts. Ce ne sont pas les plus puissants, mais ceux qui savent le mieux s'adapter. Au final, on revient toujours à la même question. Dans un monde qui n'est plus simple, qui détient vraiment le contrôle, celui qui possède les armes les plus puissantes, ou celui qui a la capacité de changer la direction des autres? À cause de ce qui se passe en ce moment, la réponse apparaît peu à peu. Que le véritable pouvoir ne se mesure pas seulement à la force, mais à l'influence que tu peux construire, même sans combat. Et plus ce genre de mouvement se multiplie, plus il devient clair que l'ancienne méthode ne suffit plus. Ce n'est plus seulement la force qui compte, mais la confiance et la constance. Et dans chaque pays qui a appris à compter sur lui-même, la dynamique du jeu change peu à peu. Lentement mais sûrement, la direction du monde évolue. Et c'est là qu'on verra qui sera capable de mener la suite des événements.